Bonjour à tous, Tim Guillois, le fondateur de Mindhunters. J'ai aujourd'hui avec moi des invités exceptionnels. Merci à vous d'être là aujourd'hui à mes côtés afin de parler du mindset. Comment l'état d'esprit est un levier crucial dans la réussite des entreprises. Donc c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui, avec une particularité qui vous est commune, c'est la start-up. Des entreprises qui vont vite, souvent vous avez tous ou presque levé de l'argent. Donc je vais vous laisser vous présenter et me dire peut-être la première question, quel est votre état d'esprit et qu'est-ce qui peut faire la différence? Donc Alexandre, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux nous présenter d'abord Malte en quelques mots s'il te plaît? Oui, donc Alexandre, directeur général de Malte. Malte, c'est une marketplace qui met en relation aujourd'hui les meilleurs talents du numérique avec des petites, moyennes et grandes entreprises. On a 300 000 consultants indépendants qui ont créé leur profil aujourd'hui sur Malte. On est présent dans 5 pays et tu parlais de lever, on vient de lever 80 millions d'euros avec Goldman Sachs et Eurazeo. Félicitations, c'est une très belle levée en effet. Qu'est-ce qui aujourd'hui, si on prend ton agenda 2022, quelles sont tes priorités et comment l'état d'esprit de Vincent Huguet, le fondateur, et ton état d'esprit directeur général pour faire avancer les choses et quels sont les enjeux que tu aimerais partager avec nous? Je crois que tu l'as dit un peu dans ton préambule, une entreprise comme la nôtre, elle est attendue sur sa croissance. Oui. Quand on lève de l'argent, c'est pour de l'espérance d'un ROI futur. Donc mon agenda de 2022, c'est la croissance à l'international. C'est beaucoup de sujets aussi autour des recrutements. La clé quand on grandit, c'est de réussir à garder la culture originelle et l'état d'esprit, le mindset de l'équipe originelle. Et malgré tout, il faut que ce mindset il évolue aussi au fil du temps. Donc mon rôle de directeur général, c'est aussi d'apporter quelque chose et ne pas simplement se mettre dans un sillon qui est déjà creusé. Et enfin, je dirais, dans nos grands enjeux de 2022, il y a la capacité justement à s'ouvrir à cet écosystème de plus en plus international. On fait encore, nous, 80% de notre volume d'affaires en France. Et demain, Malte doit être un leader européen, voire mondial. Et donc ça, c'est un enjeu clé aussi dans les recrutements qu'on peut réaliser. Merci beaucoup Alexandre. Donc tu nous parlais d'enjeux importants comme l'international et comme le recrutement. On en parlait en buvant un café avec Virginie tout à l'heure. Tu as un peu les mêmes enjeux. Est-ce que c'est la même chose un peu? Est-ce que tu peux peut-être avant nous présenter Cybelle en quelques mots? Oui, avec plaisir. Donc Cybelle, c'est une plateforme de streaming d'audio parlé. Donc on a effectivement, nous aussi, on est très présent en France puisqu'on s'est d'abord lancé en francophone. Pour autant, on a quand même déjà une grosse audience dans les pays francophones. Et donc le gros enjeu pour 2022, ça va être de grossir à l'international et d'attaquer justement le catalogue anglo-saxon aussi qu'il va falloir proposer. Très bien, merci beaucoup Virginie. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques internationales? Je regarde Marc et de recrutement pour GetFluence. Je te laisse te présenter Marc. Bonjour, donc moi je suis le fondateur de GetFluence, qui est aussi une marketplace un peu comme Malte, mais complètement différente en termes de métier. On connecte les entreprises à toute la presse digitale influente en Europe et dans le monde pour les aider à développer leur notoriété à travers des campagnes de brand content. Donc c'est des contenus éditoriaux qui sont publicitaires mais qui ont la valeur ajoutée de l'information. On est aujourd'hui dans 4 pays d'Europe, près d'une 50aine de personnes après 3 ans, et on cherche à se développer effectivement à l'international. Donc essentiellement actuellement en Allemagne et au UK, où on est présent depuis 6 mois. Très bien, merci beaucoup Marc. Et toi Émilie, les mêmes enjeux encore et toujours ou d'autres enjeux? Si tu peux te présenter aussi rapidement. Moi j'ai une société qui s'appelle Troops. J'avais précédemment un groupe d'intérim que j'ai vendu il n'y a pas si longtemps, qui s'était pas mal développé, qui faisait 400 millions d'euros l'année dernière. Et là donc j'ai créé Troops il y a 2-3 ans, donc en parallèle, qui digitalise les groupes d'intérim. Donc je digitalise les concurrents de ma boîte d'avant. J'ai quand même un petit avantage, c'est que pour moi les géants de l'intérim, ils ont leurs sièges sociaux en France. Ils sont pour la plupart natifs en France, donc du coup il me suffit d'aller les accompagner à l'international parce qu'ils sont présents partout, mais il faut quand même le faire parce qu'il ne faut pas laisser la place parce que sinon on peut avoir des concurrents qui arrivent de l'international, donc il vaut mieux que ce soit nous qui y allons en premier, d'où l'intérêt d'y aller vite, quoi. Je comprends bien. Merci beaucoup Émilie. Donc la vitesse c'est bien, mais est-ce que c'est à n'importe quel prix? Est-ce qu'on attend la prochaine levée pour aller encore plus vite? Quelle est la recette? Est-ce que le mindset peut aider à aller un peu moins vite ou vite plus intelligemment? Quels sont vos conseils sur le sujet? Alors, je dirais que la vitesse, elle est clé et elle est de plus en plus complexe au fur et à mesure qu'on grandit. Plus on grandit et plus les entreprises deviennent complexes. Et la complexité, c'est finalement
le principal destructeur de la croissance. Donc une manière de combattre la complexité, c'est de s'assurer qu'on a toujours de l'agilité, de la vélocité dans la prise de décision, que quand on est 3 à décider au début et qu'on passe à 10 puis 50, ben, certes on perd forcément un peu de vitesse mais qu'on n'en perd pas tant que ça. Donc en tout cas moi dans mon agenda aujourd'hui c'est une bonne partie on va dire de mon temps passé est consacré au fait de, alors pas mettre de la vitesse mais empêcher la lenteur. Quand effectivement il y a des gens qui rejoignent l'entreprise et qui ont besoin d'être au milieu d'une décision alors qu'avant on la prenait sur un coin de table. Donc je pense que c'est clé parce que c'est ce qui fait aussi que quand on est dans un univers de petite entreprise, on a moins envie d'aller dans des univers de grande entreprise parce qu'on est assez effaré de la lenteur de certaines organisations et on n'a pas envie que son organisation devienne comme celle qu'on a en face de nous. Et on est parfois dépendant justement. Enfin moi, justement mes clients c'est des groupes d'intérim, il y en a certains qui sont assez gros et du coup très lourds. Et du coup je suis aussi dépendante moi, en termes de rapidité, de leur prise de décision qui sont effectivement faut faire des réunions par groupe. Parfois c'est une dizaine de réunions avant la décision est déjà très lente. Une fois que la décision est prise, il faut s'organiser. Donc ils s'organisent encore et toujours pour déployer le logiciel. Après en termes d'utilisation, donc parfois la vitesse n'est pas que dépendante de nous aussi quoi. Mais du coup, quand on a des clients lents, comment on fait pour rester rapide et agile? Est-ce qu'il y a une recette Je l'ai pas trouvé encore. Je l'ai vraiment pas trouvé. Mais moi, l'enjeu, c'est de me développer aussi vite sur des petits clients et voir des moyens et des gros. Donc de faire les deux en parallèle. Et c'est comme ça que je me rattrape. Donc je vais plus vite sur les petits, mais par contre, quand j'ai un gros qui déploie, forcément, ça m'accélère aussi beaucoup. Donc je joue sur les deux tableaux, on va dire quoi. Mais j'ai pas trouvé de solution pour les faire accélérer. S'il y en a une, je la prends. Marc, une solution selon toi? Je pense que ça dépend de l'activité, mais dans notre cas, on a la chance d'être dans le secteur des médias. Et le secteur des médias, c'est un secteur qui exécute vite. C'est surtout l'exécution qui importe. La vitesse, c'est une composante, mais il y a la qualité aussi de l'exécution dans cette vitesse-là. Nous, typiquement, on est une boîte très, très opérationnelle qui est très tournée vers l'exécution, la rapidité d'exécution. Et ce qui est le principal défi pour nous, c'est que plus on grossit, plus il faut garder cet état d'esprit. Et l'exécution et la vitesse, c'est aussi lié à un sentiment d'insécurité qu'il faut aussi conserver. C'est-à-dire que faire comprendre que le marché est mondial, qu'il faut continuer d'aller vite, se remettre en question. Et voilà, on peut voir certaines lenteurs, mais je pense qu'il faut vraiment l'intégrer dans les fondamentaux de la boîte. Ce qui est très rapide aussi, c'est les marchés. C'est qu'il faut être à l'écoute du marché aussi, que ça se développe très rapidement. Il faut toujours s'adapter, il faut toujours évoluer, il faut toujours conserver cette agilité et toujours être à l'écoute. Puis, il y a aussi une notion de finance. Dans les startups, souvent on n'atteint pas le seuil de rentabilité tout de suite, parce qu'il y a beaucoup d'investissements au départ. Et comme on n'a pas le seuil de rentabilité, il faut lever des fonds. Pour lever des fonds, on doit atteindre quand même, on doit se réaliser quand même assez rapidement, en tout cas atteindre les objectifs qui sont fixés avec les fonds au départ. Et c'est le contrat. Sinon, c'est difficile de passer l'étape d'après. Et là, pour le coup, ça peut être dangereux, ne serait-ce que pour la survie de la startup. Donc on est obligé d'aller très vite aussi, jusqu'à ce qu'on atteigne la rentabilité. À partir du moment où on a atteint la rentabilité, moi je trouve que c'est un moment qu'on peut ralentir, sauf parce que le marché bouge beaucoup, mais une fois qu'on est rentable, ça permet un peu de souffler, poser un peu les bases et dire bon allez, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on remet un coup d'accélérateur en allant à nouveau lever des fonds, ou est-ce qu'on se développe un peu plus doucement et on prend le temps, mais je trouve qu'il y a quand même cette notion effectivement d'atteindre de la rentabilité qui joue sur la vitesse de développement. D'accord. Et justement, avant de parler justement de se sentir mieux parce qu'on est rentable, par exemple, si on parle de la boule au ventre, personnellement, vous avez eu des moments dans votre carrière justement de start-upper, d'entrepreneur, de patron, vous avez vraiment eu la boule au ventre et vous êtes senti dans une situation complexe. Et comment est-ce qu'ensuite vous avez réussi à transformer ce problème en opportunité et à essayer de passer outre? Est-ce que vous avez des exemples concrets que vous pourriez illustrer? Pour moi, le concept de boule au ventre, c'est un moteur. C'est juste stimulant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai monté cette boîte avec ces ambitions-là, parce que j'avais envie d'être challengé. Et cette boule au ventre dont tu parles, moi, c'est mon quotidien et je suis très content de l'avoir. Hein. Oui, boule au ventre, adrénaline, c'est un peu le pendant du sujet. Effectivement, la stimulation, elle peut être vécue positivement ou négativement. Parce que moi, la boule au ventre, je ne suis pas extrêmement fan. Je l'ai que dans des moments où le sujet, entre guillemets, mérite de vraiment se mettre mal. Quand je suis arrivé chez Malte, c'était le Covid, on ne savait pas quelle sauce on allait te manger, on ne savait pas comment le chiffre d'affaires allait évoluer, on avait un board qui était assez frileux, et si on les écoutait, c'était du conservatisme, et on allait potentiellement diviser les équipes par deux. Et donc là, ça met la boule au ventre, parce qu'on parle de potentiellement remettre en cause des emplois qui ont été créés dans une boîte qui est superbe, et par ailleurs qui a continué juste après ça. En dehors des sujets comme ça qui sont très people,
En tout cas, moi, je le vis pas comme une boule au ventre, je le vis vraiment comme une stimulation positive. Très très intéressant. Je vais vous poser une dernière question. Là, autour de cette table, il y a énormément d'expériences avec différents projets entrepreneuriaux, avec différentes aventures. Quels seraient les conseils que vous donneriez à ceux qui veulent se lancer justement en termes d'état d'esprit quand c'est compliqué, par exemple pour lever des fonds ou quand le premier produit foire et n'est pas le bon, aux entrepreneurs qui ont 20 ans ou 22 ans qui veulent se lancer aujourd'hui sans forcément vouloir boucler tel ou tel tour de table. C'est quoi l'état d'esprit et c'est quoi les 2-3 conseils que vous souhaiteriez leur donner? Moi, je leur souhaiterais de bien se planter et à plein de reprises. Je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'exécuter et d'apprendre sur le terrain et surtout d'accepter les critiques constructives et de se remettre en question tout le temps, de considérer qu'on n'a pas le savoir, mais plutôt que le savoir est autour de nous. Merci beaucoup Marc. Et il dit ça avec un calme incroyable. Moi, c'est ce que j'admire beaucoup chez Marc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Émilie? Ce serait quoi tes recettes, enfin, ce que tu dirais aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer En termes d'état d'esprit, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut effectivement être assez confortable en zone de risque quand même, parce qu'on est en permanence en zone de risque et on tire la boîte toujours un peu à la limite, parce que c'est un peu le rôle et il ne faut pas avoir peur de ça, quoi. Parce que si on veut développer, après ça dépend des business, mais sur un mode start-up, il faut vraiment aller toujours à la limite en permanence et ne pas avoir peur de ça. Il faut vraiment quelqu'un qui a de la résistance et je pense que je ne suis pas sûre que ça s'apprenne. Je pense que c'est vraiment un mindset et ça ne convient pas à tout le monde et tant mieux dans l'absolu. Et puis après, je pense que tout le monde peut y aller parce que ça dépend des caractéristiques, quoi. Il y en a qui font ça parce qu'ils aiment bien s'amuser, d'autres qui veulent développer, qui vont être très structurés. Enfin, moi, j'ai connu des entrepreneurs, moi je suis pas du tout comme ça, je suis assez bordélique et pas structurée. Ça peut marcher, heureusement quand même de temps en temps. Mais il y en a, j'ai vu qui sont au contraire hyper structurés, hyper figés et ça fonctionne aussi très bien parce qu'il y a des plans d'action qui sont vraiment écrits. Donc après tout est possible, il suffit de vouloir s'éclater et puis vraiment de foncer, écouter effectivement les conseils des autres et puis parfois se forger aussi ses propres convictions. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre et Virginie? Donc on parlait d'énergie, on parlait de conviction, on parlait de vitesse, on parlait d'écouter les autres, on parlait d'avoir beaucoup d'énergie, d'être en veille permanente, mais à un moment de décider. Est-ce qu'il y aurait un autre conseil ou un autre point clé que vous auriez à suggérer à nos jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer? N'y allez pas, foncez, pourquoi? Pour moi, c'est vraiment rester open. Il faut rester open, il faut rencontrer un maximum de gens, il faut rencontrer ses concurrents, il faut beaucoup parler avec eux, il faut parler avec plein d'entrepreneurs sur plein de secteurs différents et voilà, et se nourrir de tout ça pour effectivement derrière réussir à se faire sa propre conviction, mais se nourrir d'autres expériences, se nourrir de ce qui nous entoure tout en restant hyper open. Sur tout ça, ça forge. Merci beaucoup. Les concurrents, très intéressant. Oui, je pense qu'il faut être ouvert et aller parler avec son marché pour se forger aussi des convictions. Comment ça se passe du côté de chez Malte sur ces sujets-là, Alexandre? Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que l'entrepreneur idéal, c'est aussi celui qui est convaincu que l'avenir n'est pas ce qui va lui arriver, mais ce qu'il va faire. Donc le sentiment d'avoir un impact sur les choses. Le sujet de la détermination, il est clé. On dit, effectivement, il faut beaucoup d'énergie. Si je souscris à 100% à ça. Et je pense qu'il faut aussi une forme de courage. Parce qu'il y a des millions de raisons d'abandonner, de s'arrêter, des gens qui vont vous dire que vous faites fausse route. Et puis il y a des décisions difficiles à prendre qui nécessitent beaucoup de courage. Donc le courage managérial, je pense que c'est quelque chose aussi qui n'a pas forcément le vent en poupe, mais qui va redevenir de plus en plus fort parce que c'est clé pour la réussite d'un entrepreneur. Parce qu'on voit souvent le côté aujourd'hui startup scale-up par le bon côté, c'est-à-dire des boîtes qui grandissent, qui vont bien. C'est une somme de décisions difficiles, on l'a évoqué tout à l'heure, on a tous beaucoup de problèmes à gérer et ça demande effectivement un état d'esprit de conquête et de courage. Très bien, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup de votre temps, d'avoir participé à cette conversation et je pense qu'il y aura beaucoup de questions aussi en ligne et sur les réseaux sociaux avec probablement des gens qui vont vouloir aussi dans le futur se monter et qui auront besoin de mentoring. Donc on pourra en reparler un peu plus tard avec les autres parties prenantes. Merci à tous. C'était Tim Guillois pour Mindhunters avec Marc, Émilie, Virginie et Alexandre. Merci à tous pour votre participation et à très vite.